Alors, l'idée générale n'est pas d'apprendre quelque chose aux gens des lasers ou des physiciens des plasmas, pas du tout. Je pense que mon exposé serait réussi si au moins un d'entre vous se disait « Tiens, ça me donne une idée, peut-être que ça vaudrait le coup de réfléchir à un nouveau sujet ou à adapter un des sujets de recherche que vous pouvez développer et de l'adapter un peu à nos types d'installations. » Voilà, et pour avoir toutes les chances de mon côté, je n'ai pas croisé les doigts comme dans l'exposé précédent, mais je me suis permis de faire une petite visite à Notre-Dame de la Garde. Je sais que dans cette région, ça peut être très, très utile. Voilà. Alors, donc le premier point, c'est pourquoi des lasers de puissance tout court. Et en fait, il y a deux mots-clés dans cette histoire-là, avec les lasers de puissance. C'est... Premièrement, les lasers sont les sources de puissance les plus puissantes qu'on sache fabriquer. Hein, comme je dis souvent, si vous voulez de la puissance, vous allez chez Darty, vous demandez un laser. C'est vraiment les sources de puissance les plus élevées que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, disons, le chiffre magique pour la puissance, c'est les pétawatts, 10 puissance 15 watts. Il n'y a pas encore beaucoup de lasers pétawatts qui fonctionnent vraiment, hein, mais ça devient, disons, l'unité de base pour les lasers de puissance aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme c'est un rayon laser, on peut le focaliser, donc cohérent, on peut le focaliser sur des toutes petites dimensions. Donc vous avez à la fois une très forte puissance et en même temps une toute petite dimension ici. Alors typiquement, ça peut aller jusqu'à la longueur d'onde. Hein. Les lasers qu'on utilise, c'est plutôt de l'ordre du micron de longueur d'onde, ou voire 0,8 micron. Donc on peut avoir des tâches focales typiquement jusque l'ordre du micron. Hein, voilà. Ça veut dire que vous avez des pétawatts sur 1 micron. Alors en intensité, le terme technique qu'on utilise, c'est intensité, éclairement, certains disent éclairement, c'est-à-dire c'est une puissance par unité de surface. On atteint quelque chose de l'ordre de 10-22 watts par centimètre carré aujourd'hui. Je vous dirai un peu à quoi ça correspond. Et typiquement, à ces intensités-là, quand vous focalisez votre faisceau laser sur une cible, les unités de base, encore une fois, en température, c'est les millions de degrés. Bon, devant des physiciens, je peux te dire des keV ou des MEV. Et puis en termes de champ, alors soit le champ du laser lui-même, électrique, magnétique, soit les champs qu'on va fabriquer dans le plasma qu'on va produire avec ce laser. Donc typiquement 10-12 volts par mètre, 10 puissance 5 Tesla. Donc c'est des ordres de grandeur au-dessus de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Je ne vais quand même pas vous dire qu'on va remplacer le CERN bientôt, surtout après l'exposé précédent. Quoique, oubliez le quoique, c'est une blague. Mais disons, ces champs électriques permettent de travailler sur l'accélération laser de particules, par exemple, mais aussi d'autres sujets, pour avoir des faisceaux de particules avec des paramètres très intéressants. Alors, quelques applications anciennes, j'allais dire, de ce type de laser. Quand on dit millions de degrés, on dit centre du Soleil, par exemple, typiquement. Hein, ça veut dire qu'on peut reproduire avec ces lasers-là des conditions qui règnent dans les étoiles, typiquement dans le centre du Soleil, et du coup de travailler par exemple sur la production d'énergie qui se produit au centre du Soleil. Hein, c'est toutes les recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée par confinement inertiel. Hein. Voilà, donc ça c'est des sujets très anciens. Des sujets un tout petit peu moins anciens, c'est qu'on arrive à reproduire des milieux qui sont tout à fait comparables à ce qu'on peut trouver au centre de la Terre ou au centre des planètes géantes. Donc on peut reproduire les pressions qui règnent au centre de la Terre, c'est quelques mégabars au centre de la Terre. La vraie difficulté d'ailleurs n'étant pas de produire les mégabars, mais de ne faire que quelques milliers de degrés. C'est-à-dire à la fois les mégabars et seulement quelques milliers de degrés. Parce que c'est facile de faire quelques millions de degrés, mais quelques milliers de degrés c'est plus dur. Donc, voilà, donc disons Soleil et étoiles, cœur planétaire. Une manip récente que je veux citer, c'est plus une manip type astrophysique. L'idée, par exemple, ici, ça a été d'essayer de reproduire la génération de champs magnétiques dans l'espace près quelque chose, ancien, disons. L'idée, ça a été simplement d'irradier une petite cible, une petite tige ici, dans laquelle on dépose dans un tout petit volume une grande quantité d'énergie. Et du coup, cette petite cible se détend dans un gaz environnant, on fait une onde de choc dans le gaz environnant,
Et ce qui a été observé, c'est que dans le cadre de cette onde de choc, il y avait évidemment des inhomogénéités et génération de champs magnétiques dans le cadre de cette onde de choc. Et c'est une des explications possibles pour l'existence de champs magnétiques dans l'univers en général. Et puis accélération de particules, j'en reparlerai. Il existe en laser de puissance différents types de lasers. Ici, j'ai mis la durée d'impulsion et l'énergie par impulsion. Je commence par les impulsions longues, qui sont les lasers les plus anciens, à partir des années 60. En France, là, j'ai mis les lasers français. Donc, vous avez un projet de laser mégajoule, enfin, qui est en construction, c'est plus qu'un projet, au niveau mégajoule par impulsion, qui commencera à être opérationnel à une énergie plus faible à partir de 2014. Ici, la taille de ce laser, c'est en gros la tour Eiffel. Vous prenez la tour Eiffel, vous la mettez horizontale, c'est à peu près la taille du laser. Ensuite, vous avez des lasers plus petits, dont les lasers au laboratoire d'utilisation des lasers intenses, le laboratoire que je dirige en ce moment. Donc des impulsions de l'ordre du kilojoule ici, toujours en impulsion nanosecondes. La taille, ça va être à peu près, disons, 2 terrains de tennis, quelque chose comme ça, pour la taille du laser, ici. Donc ça, c'est nanosecondes. Ensuite, vous avez des impulsions picosecondes. Alors, encore une fois, il y a un projet, toujours en Aquitaine, ici, couplé avec le laser mégajoule du laser pétale, à quelques kilojoules en impulsion picoseconde, donc ça vous fait quelques pétawatts quand même. Et puis au Lully, toujours, vous avez des impulsions ici de l'ordre de quelques centaines de térawatts, 100 térawatts, centaines de térawatts. Et puis, vous avez la famille des lasers impulsion brève. Ici, c'est 100 femtosecondes, ici, c'est 10 femtosecondes. Mais comme ce graphe ne les favorise pas vraiment, j'ai mis le graphe autrement. Comme ça, ces lasers-là sont maintenant en haut à droite. Donc pour ça, il suffit d'inverser l'échelle de durée d'impulsion et de mettre la puissance plutôt que l'énergie. Donc c'est les mêmes lasers. Mais on monte du coup vers les fortes puissances, avec aujourd'hui le projet dont je vais vous parler rapidement de laser Apollon en région Île-de-France, au niveau de 10 pétawatts, en impulsion de disons 15 femtosecondes. Il faut voir que 15 femtosecondes, c'est quelques cycles optiques simplement. C'est-à-dire que le champ électrique fait ça, voilà, et il s'arrête. Alors l'objectif du projet, je vous l'ai mis ici, c'est 150 joules en 15 femtosecondes, typiquement 1 tiers par minute. Alors, quelle est l'origine de ce projet? Disons, c'est un projet qui s'appelle SILEX, pour Centre Interdisciplinaire Lumière Extrême, qui est un projet qui a été porté par un grand nombre de laboratoires au niveau de la région Île-de-France, du plateau de Saclay. Vous avez tous les logos des laboratoires ici, et qui regroupe des gens à la fois de Saclay, de l'Institut d'optique, l'École Polytechnique, l'ENSTA ici, l'Université Paris-Sud, et Soleil, y compris Soleil. Et ce centre sera installé juste à côté de Soleil. Alors, il doit y avoir un synchrotron qui traîne quelque part ici. Donc il sera installé juste à côté de Soleil ici. Et vous avez un plan schématique, très schématique. Vous aurez une première salle avec un laser, plusieurs faisceaux, mais le faisceau principal, dont l'objectif final est d'atteindre 10 pétawatts. Et pour l'instant, 2 salles expérimentales dédiées. Une salle qu'on a fait longue focale qui permet de faire des plasmas sur des grandes longueurs, en particulier pour l'accélération de particules. Et une salle courte focale, comme ça, pour avoir les intensités maximum, pour faire plutôt par exemple des sources de rayons X ou de la physique dans des champs très élevés. Alors, juste un petit point avant d'arriver ici. Là, j'ai dit 10 pétawatts. Bon, ça a l'air comme ça, voilà, il n'y a qu'à. Aujourd'hui, on sait faire à peu près 1 pétawatt. Enfin, on sait faire 1 pétawatt aujourd'hui. 10 pétawatts, c'est un ordre de grandeur. Et donc il y a énormément de développement dans le cadre du projet ici. Il y a énormément de développement techno-laser pour arriver justement à augmenter cette puissance pour des impulsions extrêmement brèves, encore une fois, du type 15 femtosecondes. Bien. Alors, quelques valeurs caractéristiques. Ici, j'ai mis l'intensité en watts par centimètre carré. Je vous ai dit que aujourd'hui, ce qu'on sait faire aujourd'hui de mieux, c'est de l'ordre de 10-21, 10-22 watts par centimètre carré. Avec Apollon, l'objectif, c'est aussi de faire au moins 10-22 watts par centimètre carré, voire plus, et de monter en intensité. Alors, juste un exemple que je n'ai pas détaillé après.
Par exemple, vous prenez le faisceau Apollon qui sera à peu près de cette taille-là, comme ça. Vous l'envoyez sur un miroir parabolique qui va le focaliser sur une cible. Bon, la difficulté, c'est qu'un grand miroir comme ça, on ne peut pas faire une ouverture très très grande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des très courtes focales. Et si on veut l'intensité maximum, il faut des très courtes focales. Donc l'idée, c'est de prendre ce grand miroir, on focalise, et juste avant la fin, on remet un autre miroir qui a une ouverture plus petite ou plus grande, suivant comment on dit les choses. Et donc il focalise encore plus, et qui permet de faire des tâches focales encore plus petites. Alors l'idée, évidemment, c'est qu'on va détruire ce petit miroir à chaque tir, mais ce n'est pas grave, parce qu'on peut augmenter l'intensité d'un facteur important. Voilà, c'est des choses qui ont déjà été faites à des échelles plus réduites, mais c'est une des voies possibles pour augmenter facilement l'intensité de ce type de laser. C'est pour ça que je dis 10-22 est une valeur minimum. Là, j'ai mis un peu un dégradé qui va quand même vers le blanc un peu si on va trop, mais l'idée, c'est de dépasser, si possible, ces valeurs. Alors, quels sont les champs électriques associés à ce laser? Si on a 10-14 watts par centimètre carré, typiquement, le champ électrique, c'est des volts par angstrom. Volt par angstrom, c'est l'atome d'hydrogène. 13 électronvolts un angstrom, en gros. Donc, c'est des champs atomiques standards. On peut même aller jusqu'au kilovolt par angstrom si on augmente l'intensité. Et du coup, on peut ioniser des atomes lourds, y compris des atomes lourds, en arrachant des électrons qui ont des énergies de liaison du keV, voire de plusieurs keV. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des choses faciles, entre guillemets. Après, si on monte, alors on arrive à des champs très élevés, je reparlerai du champ de Schwinger plus tard. À 10-30 watts par centimètre carré, on atteint le kilovolt par femtoseconde. Juste pour vous dire que, alors je ne sais pas si cette phrase est très correcte, parce que je ne suis pas très spécialiste de physique des hautes énergies. Bon, si dans un noyau on peut définir un champ électrique, alors malgré tout, le champ électrique qu'on obtient reste très inférieur au champ, si cette phrase a un sens, encore une fois, au champ qui peut régner à l'intérieur d'un noyau. Donc au niveau atomique, on peut vraiment modifier un atome sans aucun problème. Modifier un noyau avec le champ laser, c'est pas direct, si je puis dire. Deuxième paramètre, si on met un électron dans le champ laser, j'en reparlerai, donc il a une certaine vitesse d'oscillation. À 10-18 watts par centimètre carré, la vitesse d'oscillation d'un électron, c'est de l'ordre de C. Donc les électrons deviennent relativistes. À 10-24, les protons deviennent relativistes. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun laser qui permette de faire des protons relativistes comme ça. On espère que Apollon, alors pas forcément tout de suite, mais arrivera à faire un régime où les protons aussi seront relativistes. Alors, je vais justement faire un tout petit peu de physique de base sur interaction laser-électron unique. Hein. Donc là, j'ai un champ électrique, magnétique et une onde plane qui se propage comme ça, soit en onde polarisée linéairement, soit en onde polarisée circulairement. Donc la vitesse d'oscillation, c'est facile à calculer, c'est E sur m oméga, ici, et principalement dans la direction du champ électrique. Voilà. Sauf que si on atteint 10-18 watts par centimètre carré, micron carré, parce que ce qui compte c'est I lambda 2 en fait, c'est intensité fois carré de la longueur d'onde, puisqu'il y a le oméga qui traîne ici. En fait, cette vitesse d'oscillation classique, entre guillemets, est de l'ordre de la vitesse de la lumière. Donc, dans ce cas-là, le terme V vectoriel B de l'équation de mouvement est aussi important que le terme E. Et du coup, le mouvement n'est plus du tout le long de E, mais au contraire, vous avez une dérive, ici, le V vectoriel B est vers l'avant dans ce cas-là, et vous avez une dérive de l'électron le long de la direction de propagation du laser, avec une vitesse qui peut très facilement approcher la vitesse de la lumière, et très rapidement la vitesse longitudinale est beaucoup plus forte que la vitesse transverse, enfin la vitesse, les deux sont proches de C, donc l'énergie longitudinale est beaucoup plus élevée que l'énergie transverse. Donc typiquement, par exemple à 10-18, on a des énergies de l'ordre du MeV, qui correspond encore une fois à l'énergie de masse de l'électron, d'où la vitesse égale à C, hein, tout ça est lié. Voilà. Donc ça c'est en polarisation linéaire, ça c'est en polarisation circulaire, vous avez un mouvement hélicoïdal. Mais disons on est dans des régimes où les électrons sont vraiment relativistes. Alors qu'est-ce qui se passe? Juste un exemple, je focalise une impulsion sur une cible solide, et j'interagis avec ce champ laser E et B. Ben, ici, c'est un résultat de simulation. Donc ça, c'est un espace des phases. Vous avez la position ici. Le laser vient de la gauche. Et ici, vous avez l'impulsion. P divisé par MC, hein, l'impulsion normalisée. Et ce que vous voyez, c'est que
Ici, c'est la zone d'interaction. Vous avez des paquets d'électrons ici, dont l'impulsion va ici, c'est 1, non, c'est 1 fois 10, c'est 10, P sur MC égale 10, oui. Et puis ça dépasse encore. Et donc vous avez des paquets très 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 courts d'électrons qui correspondent vraiment au V vectoriel B. Ça veut dire, voilà, j'éjecte des paquets d'électrons sub-femtoseconde. Ici, ça c'est beaucoup moins qu'une femtoseconde. Et la séparation ici, c'est 2 oméga, parce que le V vectoriel B, c'est 2 fois, c'est la fréquence double. Hein. Puisque V, ça oscille comme E à la fréquence oméga, B oscille aussi à la fréquence oméga, donc V vectoriel B, oméga fois oméga, ça fait 2 oméga. Donc vous avez des paquets d'électrons, 2 fois par période laser ici, qui sont dirigés principalement vers l'avant. Voilà. Et donc, le premier point, c'est que l'interaction à intensité, c'est en gros un transformateur photon-électron. Et à partir de photons, on accélère donc des faisceaux d'électrons. L'intérêt par rapport aux accélérateurs classiques, premièrement, la charge est très élevée. Ça veut dire que dans un accélérateur classique, on est limité. Alors, il y a une limitation qui vient du fait que si vous avez un faisceau d'électrons comme ça, vous avez un champ magnétique autour, dû au courant. Et si vous prenez un électron dans le champ magnétique, il a tendance à faire demi-tour, si le champ est trop fort. Alors le champ est trop fort, c'est-à-dire que le courant est trop fort, donc typiquement on ne peut pas dépasser, en fonction de l'énergie des particules, on ne peut pas dépasser un certain courant. Ici, comme on se propage dans un solide, cette limitation n'existe pas, parce qu'on peut annuler le courant par un courant inverse. Donc naturellement, le plasma va annuler le courant par un courant inverse. Donc on peut avoir des densités de courant extrêmement élevées, des impulsions très brèves, sub-femtosecondes ici. Voilà. Donc un des premiers points dont je ne vais pas parler beaucoup plus, c'est l'idée que, évidemment, on a un faisceau d'électrons dans la matière, on fait les réactions nucléaires comme on veut, comme avec un accélérateur classique, il n'y a aucune différence, sauf que la densité de courant est beaucoup plus élevée et que les temps sont très très courts. Là, c'est sub-femtosecondes. Donc je fais un appel aux physiciens nucléaires. Si ça vous intéresse d'avoir des résolutions temporelles éventuelles femtosecondes sur des mécanismes nucléaires, n'hésitez pas. Alors, une autre conséquence de cette génération d'électrons, ici j'ai toujours mon faisceau laser, ma cible, donc ces électrons sont en grande partie accélérés vers l'avant, donc ici ils vont avoir envie de traverser la cible, et ils vont avoir envie de sortir de la cible. Sortir de la cible, ça veut dire j'ai des électrons devant, et un manque d'électrons derrière, donc charge d'espace, donc un champ électrique très élevé. Et typiquement, je vous ai dit, à 10-18 watts par centimètre carré, l'énergie caractéristique, c'est le MeV. Et on peut facilement voir que si on prend ces électrons et qu'on les déplace d'un micron, le champ électrique va les arrêter. C'est-à-dire que le potentiel qu'on crée va être l'ordre du MeV. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déplacer les électrons de plus d'un micron, en gros. Donc le champ électrique, c'est des MeV par micron. Ici, voilà. Ça, c'est les 10 puissance 12 volts par mètre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, comme il y a toujours des protons qui traînent sur les cibles ici, eh bien on va accélérer des protons dans un champ de 10 puissance 12 volts par mètre. Voilà, c'est ce qui est représenté schématiquement ici. Vous avez un paquet d'électrons qui sort et des ions qui sont attachés en gros à ces électrons. Voilà, et du coup, aujourd'hui, avec les lasers qu'on a aujourd'hui, on fait des protons de l'ordre de la centaine de MeV. Sur quelques microns, encore une fois. Hein. La longueur d'accélération, c'est quelques microns dans ce cas-là. Mais on fait une centaine de MeV. Alors, avec les lasers de plus forte puissance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose on va atteindre un nouveau régime dans lequel on ne va pas seulement accélérer une partie des électrons de la cible, mais on va simplement évacuer l'ensemble des électrons de la cible. C'est-à-dire tous les électrons vont être éjectés, principalement vers l'avant ici. Donc vous imaginez, vous prenez un peu de solide, vous enlevez tous les électrons, vous les mettez devant, le champ électrique est très très élevé, et du coup, eh ben, on va pouvoir accélérer tous les ions qui sont derrière. Donc c'est un vrai accélérateur de cible ici, de façon très très efficace. Ici, c'est ce résultat de simulation qui vous montre, ici c'est l'énergie des électrons, alors c'est en log, c'est 10 puissance 3 ici. Le gamma relativiste c'est 10 puissance 3, et les électrons sont vraiment éjectés ici à l'avant de la cible. Du coup, les ions suivent forcément, parce qu'ils sont obligés à cause du champ électrique.
Et du coup, vous avez une simulation ici où, encore une fois, les électrons sont devant et on obtient des protons à multi-gigaélectronvolts à des intensités de l'ordre de 10-23 watts par centimètre carré qui seront facilement atteignables avec Apollon. Facilement, on verra. Mais voilà, donc typiquement, vous avez des protons de quelques GeV accélérés sur quelques microns, encore une fois. Et ça veut dire aussi qu'ils ont des qualités optiques excellentes. Les protons qui existent aujourd'hui sont des faisceaux extrêmement laminaires. C'est comme si vous aviez vraiment un point source et des électrons très laminaires. Ça veut dire qu'on peut s'en servir pour faire de l'imagerie en particulier. C'est-à-dire qu'on traverse la matière, et on peut imager ces protons et voir ce qui s'est passé dans la matière. Voilà, ça c'est un des points importants. Donc là c'était la partie accélération de protons. Un autre aspect qui devient très important dans ce type de manip, c'est le fait que, dans beaucoup de cas, on va avoir des électrons accélérés à des vitesses relativistes ici, et puis soit naturellement, soit volontairement, on va irradier ces faisceaux d'électrons avec un autre faisceau laser, ou le même, si possible de façon contre-propagative. Et l'idée, ça va être de créer des faisceaux gamma à partir de ça. Donc, encore une fois, l'explication est simple. L'électron se déplace à peu près à la vitesse de la lumière, il rencontre un faisceau laser dans l'autre sens. Si on se fait un changement de repère pour se mettre dans le repère de l'électron, à ce moment-là, il voit une fréquence multipliée par le facteur 2 gamma, où gamma est le facteur relativiste. Dans ce repère-là, il émet plus ou moins un rayonnement dipolaire. Et puis on refait un changement de repère pour se remettre dans le repère du laboratoire. On regagne un facteur 2 gamma. Donc du coup, on gagne un facteur 4 gamma 2 sur la fréquence des photons qu'on a créés. Et comme on fait facilement des gammas de l'ordre de 10 à 1000 dans ces systèmes-là, vous voyez qu'on peut facilement faire 10 puissance, si je prends 1000, ça fait 10 puissance 6 fois la fréquence optique. Hein. Donc on passe de 1 micron à 1 angstrom en gros. 1 micron à 1 angstrom c'est 10 keV. Hein. Voilà. Donc juste en faisant interaction faisceau d'électrons, faisceau laser, on peut avoir des faisceaux de forte énergie. Alors donc voici un exemple, c'est un tout petit peu différent, mais disons ça ressemble à ça. L'idée c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on irradie un faisceau de très forte intensité, en gros on éjecte une très très grande partie des électrons qui vont vers l'avant, et du coup ces électrons peuvent servir de miroir réflecteur pour un faisceau laser qui viendra en face. Donc c'est un peu la même chose que le transparent précédent avec une toute petite variante. Et du coup, on a un mur relativiste qui va réfléchir le faisceau laser. Voilà. Donc ça, c'est représenté ici, où un premier faisceau accélère les électrons, et un deuxième faisceau est réfléchi et fait des faisceaux X ou gamma, suivant les paramètres. Si c'est un résultat de simulation, vous voyez toujours ça, c'est X et Y dans ce cas-là, et vous voyez les électrons ici, des nuages d'électrons. C'est un peu comme tout à l'heure, vous aviez des paquets séparés d'une demi-période, là c'est pareil. Et un deuxième faisceau laser est réfléchi sur ces fronts, et ça c'est un exemple de résultat expérimental obtenu au Rutherford récemment, où ils ont observé effectivement du rayonnement qui était réfléchi sur ces fronts d'électrons. Dans ce cas-là, dans le domaine XUV, pas encore le domaine gamma, mais voilà, c'est une première démonstration de principe de ce genre de choses. Alors, je n'ai pas la figure ici, mais maintenant, je vais vous faire ça avec les mains. Je prends une petite cible, courbée si possible. Voilà, une cible sphérique par exemple. J'envoie un faisceau laser qui va arracher tous mes électrons, mais comme la cible est sphérique, je vais espérer par exemple que mon miroir sera plus ou moins sphérique. J'envoie un faisceau laser ici, il va être réfléchi par ce miroir sphérique, donc focalisé. Donc il va être à la fois focalisé et sa fréquence va passer dans les X ou les gamma. Donc comme il est focalisé, on peut augmenter énormément l'intensité et en plus on change de fréquence. Voilà, c'est une sorte de transformateur focaliseur qui permettrait d'avoir des faisceaux en plus extrêmement brefs parce que vous avez une compression temporelle en plus dans cette histoire-là. Voilà, donc faisceaux très brefs, X, gamma et des intensités extrêmement élevées. Voilà. Il n'y a pas vraiment de manip encore sur ce plan-là, sauf que ça, c'est un peu un début de manip de ce genre. Voilà, mais c'est un des moyens qu'on pense développer pour éventuellement augmenter les intensités des faisceaux qu'on produit. Voilà.
Donc là, je change de sujet. C'est toujours de l'accélération d'électrons, mais dans des régimes différents. Tout à l'heure, c'était des cibles solides. Là, je passe à des cibles gazeuses. Et j'ai tendance à dire que c'est un des domaines physique des plasmas. Quand on dit physique des plasmas, on dit « oh là là, c'est compliqué, on ne comprend pas grand-chose, c'est sale, entre guillemets. » Voilà. Il y a quand même des miracles de temps en temps. Et moi j'appelle ça un miracle. C'est-à-dire que les expériences d'accélération de particules par laser, je suis bien placé pour le savoir, au départ étaient compliquées. Il fallait plusieurs faisceaux laser, des densités extrêmement précises, etc. Avec les lasers impulsion brève, c'est devenu beaucoup plus simple. On prend un jet de gaz, un faisceau laser, et on attend que ça se passe. Alors, un des mécanismes, c'est pas le seul, c'est le suivant. C'est de dire, ici j'ai mon impulsion laser, très brève, qui se propage dans mon gaz. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'impulsion laser a tendance à éjecter les électrons, donc elle le fait. Et ici, par exemple, elle va éjecter tous les électrons ici et les repousser vers le côté. C'est-à-dire que derrière l'impulsion laser, vous avez un vrai trou. Il n'y a plus d'électrons du tout. Mais les ions qui sont lourds restent sur place pour l'instant. Donc vous avez des ions, pas d'électrons. Donc vous avez un champ électrique très très élevé. C'est des centaines de gigavolts par mètre. Et du coup, les électrons qui peuvent faire le tour ici peuvent se trouver réinjectés dans cette bulle au bon moment, disons, et à ce moment-là être accélérés dans ce champ et atteindre des énergies très élevées. Voilà, c'est un peu le mécanisme magique aujourd'hui qui permet d'accélérer des faisceaux quasi mono-énergétiques. Encore une fois, devant les gens des accélérateurs, je mets beaucoup de guillemets, mais malgré tout, ici vous avez des faisceaux qui en énergie sont relativement mono-énergétiques. Alors ici, c'est un des premiers résultats. Ça a été obtenu au LOA, un peu après les années 2000, où vous voyez le jet de gaz, le faisceau laser, les électrons accélérés. Et là, ce n'était pas vraiment mono-énergétique, mais c'était déjà magique pour nous. Nous, on avait l'habitude de spectres maxwelliens, plus ou moins. Ici, on avait déjà une bosse relativement large. Aujourd'hui, on a des bosses qui sont beaucoup plus étroites que ça, des delta E sur E de l'ordre du %, typiquement, avec des divergences très très faibles. Toujours à cette époque, enfin un petit peu après, donc le GeV a été dépassé sur typiquement 3 cm de plasma. Voilà. Donc c'est typiquement là où on en était il y a quelques années, le GeV sur quelques centimètres. Ça, c'est une belle expérience. Je ne vais pas vous la détailler parce que je n'ai pas trop de temps, mais c'est une expérience qui a été faite au LOA aussi, où ils ont réussi à, en gros, avoir un bouton qui permet de changer l'énergie du faisceau. Donc je ne vais pas détailler, mais en gros, en fonction de ce bouton, vous avez des faisceaux à 200 MeV, ou 150, ou 100, ou 75, ou 50. Voilà. Donc ça devient un peu de l'ingénierie l'accélérateur, si je puis dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on espère faire avec les nouveaux lasers? L'idée, c'est d'arriver au multi-GeV, c'est-à-dire de faire beaucoup de GeV. Alors, typiquement, vous avez une courbe ici qui en fonction de l'énergie laser que vous avez, vous donne l'énergie maximum des électrons auxquels vous pouvez vous attendre en un étage d'accélération. Donc, typiquement, si on ne fait pas de guidage, ça veut dire on focalise dans le gaz et on laisse faire, c'est-à-dire que le faisceau va se défocaliser naturellement. On atteint des énergies ici, par exemple, d'une dizaine de GeV pour 150 joules laser. Mais si on arrive à guider le faisceau laser sur une grande distance, plus grande que la distance naturelle de diffraction, là, on peut avoir des longueurs d'accélération beaucoup plus élevées. Et ce qu'on espère, si je prends les paramètres du laser Apollon, typiquement, 75 joules ici, voilà, on espère 10 GeV sur 15 cm. C'est-à-dire que sur un plasma de 15 cm, on peut espérer avoir des électrons qui ont une énergie de l'ordre de 10 GeV. Bon, après l'autre, si on a plus d'énergie, on pourrait avoir 55 GeV, mais il faut 5 mètres de plasma, ce qui est pas simple. Quelques centimètres, on sait qu'on sait le faire. 5 mètres, c'est une autre affaire. En tout cas, dans le cadre du programme SILEX dont je vous ai parlé, l'objectif, il y a deux objectifs. C'est d'arriver à montrer qu'on peut faire de l'ingénierie accélérateur, c'est-à-dire d'avoir des faisceaux répétitifs de bonne qualité, et d'avoir un système multi-étage avec à peu près 10 GeV par étage. Et l'idée, ça serait donc d'avoir une première source toute optique, type bulle dont je vous ai parlé tout à l'heure,
qui serait ici avec un premier laser. On image ce faisceau, on le transporte vers un deuxième plasma avec un deuxième faisceau laser, et dans ce cas-là, on a un guide autour du laser ici pour le guider sur plusieurs centimètres, et du coup on accélère dans un champ électrique sur plusieurs centimètres, et on espère avoir une dizaine de GeV par étage ici. L'idée après, si on veut plus d'énergie, à ce moment-là on met les étages les uns derrière les autres, disons, à un gain d'énergie par étage de l'ordre de 10 GeV. Voilà. Mais notre objectif, c'est au moins de faire 2 étages, pour montrer que dans le principe, on peut faire ça, y compris le transport et l'imagerie du faisceau d'électrons. Bien, donc ça c'était la partie accélération de particules. Il y a tout un domaine que je vais appeler source X tout optique, c'est-à-dire que uniquement avec des lasers, on va pouvoir faire des sources X de différentes façons. Alors je ne vais pas tout détailler, on peut faire des lasers en rayons X, en faisant des inversions de population dans le domaine des rayons X. Donc, hein. Et là, l'idée, ça pourrait être même, dans le cas d'Apollon, de faire des lasers dans le domaine GeV, hein, de faire vraiment des lasers très haute énergie. Ce dont je ne vais pas parler non plus, mais qui est un domaine intéressant, c'est de dire, on fait des faisceaux d'électrons, éventuellement multi-GeV, pourquoi ne pas mettre un onduleur derrière et faire du rayonnement X, alors soit en régime laser à électrons libres, mais là, il faut vraiment que la qualité des électrons soit très très bonne, et on n'est pas encore tout à fait là, soit juste en mode oscillation simple, si je puis dire. Et voilà, donc c'est une des choses qu'on pense faire, c'est de mettre un onduleur derrière les faisceaux d'électrons, et puis d'espérer voir des rayonnements importants. Alors, je vais vous parler un peu des deux autres maintenant, qui sont aussi un peu magiques. Donc, la première est un peu magique aussi. Je reprends mon dessin qui est ici, là-haut. Mes électrons sont éjectés par le laser, ils rentrent, ils sont accélérés dans cette zone-là. Mais dans cette zone-là, vous avez un champ longitudinal, mais un champ radial aussi. Et du coup, les électrons, ils vont osciller radialement dans cette bulle. Et si je fais ça avec un électron, je rayonne. Hein. Un électron qui fait ça rayonne. Et si on prend les ordres de grandeur, vous voyez, il rayonne comme ça. Alors les premières manips ont été faites au LOA, Antoine Rousse et collaborateurs, de 2004. Et donc ils ont mesuré des rayons X dans le domaine du KEV, dû, encore une fois, à l'oscillation des électrons dans cette bulle ici, pendant laquelle ils sont accélérés. Alors l'intérêt avec Apollon, ça serait, si on a un laser du type pétawatt, on peut faire des électrons facilement au GeV, et du coup, on pourrait avoir des centaines de keV comme rayonnement. C'est-à-dire d'avoir du rayonnement, non plus à quelques keV, mais à quelques centaines de keV maintenant. Voilà, donc ça c'est une des manips qu'on va faire assez rapidement sans doute, c'est d'essayer de mesurer ce spectre qu'on appelle bêtatron dans notre jargon, qui permettrait d'avoir des photons jusqu'à des très très fortes énergies. Un deuxième type de source tout optique aussi, c'est toujours avec les faisceaux d'électrons qu'on accélère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on envoie un faisceau laser dans l'autre sens, on interagit laser-électron, on fait de la diffusion Compton, et donc on fait des rayons X aussi de façon très collimatée. Voilà, donc le schéma est très simple, hein, un laser dans un sens, un laser dans l'autre. Et si on y arrive, donc on a toujours le facteur 4 gamma 2 en transformation de fréquence. Voilà. Et encore une fois, si on a des faisceaux de quelques centaines de MeV, on peut faire des faisceaux de l'ordre du MeV en termes d'énergie de photons. Voilà, c'est très très facile comme manip, on prend deux lasers l'un en face de l'autre, et Yaka. Le Yaka, c'est très compliqué. D'abord parce que les lasers qu'on avait ou qu'on a aujourd'hui ne sont pas hyper stables, c'est-à-dire d'un tir à l'autre, bon là ça bouge un peu, le faisceau d'électrons bouge un peu en direction, celui-là bouge un peu en direction. Ok ? Une fois que vous avez fait ça pendant 24 heures, vous passez à autre chose. Voilà, donc là il y a un vrai problème d'ingénierie laser aujourd'hui, en tout cas pour les expérimentateurs, c'est de stabiliser tout ça. Et ça commence à se faire, hein. Il y a des labos qui commencent à bien faire ça, c'est de pouvoir stabiliser tout ça, qu'on soit sûr que voilà, le laser il arrivera là, à 1 micron près, quel que soit le tir, quelle que soit l'heure de la journée. Et que si on envoie un deuxième faisceau dans l'autre sens, il arrivera au bon moment, au bon endroit. Voilà, donc il y a une première manip récemment qui a été faite là-dessus, et l'idée c'est pas de prendre deux faisceaux laser, mais c'est de prendre un jet de gaz et de mettre une feuille juste derrière. Comme ça le faisceau laser accélère les électrons, et la feuille réfléchit le faisceau laser, qui du coup naturellement se retrouve face au faisceau d'électrons.
Et du coup, et ça a bien marché, donc, puisqu'ils ont mesuré des électrons de quelques centaines de keV ici, dans un système comme ça. Bien. Alors, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas trop le temps, mais c'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure. On a des faisceaux d'électrons, on peut faire de la physique nucléaire comme on veut. Et en particulier, il y a eu des faisceaux, on peut faire des faisceaux de positrons, par exemple. Donc on envoie des faisceaux d'électrons dans un matériau, différents types de métaux, et on fait des faisceaux de positrons par réaction nucléaire. Un standard, je veux dire, là il n'y a rien de nouveau. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on peut faire pas mal de positrons dans des impulsions très brèves et à des densités non négligeables. Et les gens qui sont spécialistes plutôt en astrophysique disent bah, ce genre de paramètres, c'est pas inintéressant parce que ça peut être, disons, comparable à ce qu'on peut trouver dans les jets astrophysiques où on a à la fois des électrons, des positrons et des rayons gamma. Et donc ça permet éventuellement d'étudier ce genre de milieu-là. Voilà. Un petit point rapide sur les harmoniques. Ici, on a une cible solide, on envoie un faisceau très intense et une partie du faisceau est réfléchie. Alors, en 10 secondes, génération d'harmoniques élevée, le champ laser a tendance à faire osciller la surface, à cause des champs EB, a tendance à faire osciller la surface. Si la surface oscille comme ça, le champ réfléchi est juste dopplérisé, mais pas beaucoup. Maintenant, comme on est relativiste, la surface, elle fait ça à la vitesse c. Donc vous avez un mur qui se déplace à la vitesse c dans un sens, donc vous avez une génération d'harmoniques extrêmement élevée, parce que vous avez une réflexion sur un miroir relativiste. Voilà. Et on arrive aujourd'hui à faire des harmoniques jusqu'à quelques centaines, quelques milliers, et l'idée c'est d'arriver, on fait déjà 80 attosecondes, hein, donc des impulsions à spectre très très large, qui permettent de faire éventuellement des impulsions à la fois intenses et forte énergie. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais juste passer un tout petit moment sur des aspects qu'on espère aborder, qui sont l'électrodynamique quantique. Une des idées, par exemple, c'est de dire on interagit entre le laser et cible solide à très très haute intensité. Donc les électrons oscillent à vitesse relativiste avec des très grandes accélérations. Du coup, on fait beaucoup de rayonnements et on fait des rayonnements dont l'énergie caractéristique est de l'ordre de l'énergie de l'électron. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du rayonnement dans la dynamique de l'électron. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne faisait pas avant. Donc c'est vraiment un nouveau régime. Alors il y a des premiers résultats qui montrent ça. C'est-à-dire que vous avez un calcul de fonction de distribution électronique sans tenir compte du fait que les électrons perdent de l'énergie par rayonnement, et en tenant compte. Et on voit que la fonction de distribution est complètement différente dans un cas et dans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un des domaines qu'on espère aborder. Le domaine extrême, ça va être mon dernier point physique là-dessus, c'est le champ de Schwinger. Donc l'idée est simple. Le vide, c'est plein de paires virtuelles électrons-positrons. Virtuelles dans le sens où elles ont le droit d'exister, mais pas trop longtemps, juste pour ne pas violer les bons principes. Mais si, pendant le temps qu'elles existent, le champ électrique laser est suffisamment fort pour les séparer, d'une longueur suffisante pour que les fonctions d'onde ne se mélangent pas, en gros, à ce moment-là, à partir de paires virtuelles, on crée des paires réelles. Alors, la limite du champ pour faire ça, donc il faut qu'en gros, on sépare les électrons d'une longueur de Compton pendant leur durée de vie, typiquement. Voilà, il faut une intensité de l'ordre de 29 watts par centimètre carré. On en est très loin. Mais malgré tout, bien en dessous de ça, on peut faire de l'optique non linéaire, du vide. En particulier, Maxwell est linéaire, c'est-à-dire que quand des faisceaux se croisent, ils n'interagissent pas. Mais en fait, il y a de la non-linéarité due aux particules virtuelles, et on peut éventuellement atteindre ce régime. En particulier en faisant des collisions de photons, on peut arriver à faire de la diffusion élastique de photons. Voilà, c'est aussi un des domaines dans lequel on a déjà travaillé et qui pourrait être accessible à ce genre de domaine. Alors, voilà mon dernier message. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette phrase-là. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de notre domaine ici, des jeunes, des moins jeunes, mais tout aussi dynamiques. Et je pense qu'il y a vraiment des opportunités que nous-mêmes, on n'a pas forcément identifiées du tout, d'utiliser les caractéristiques de ce qu'on peut faire dans d'autres domaines. Alors, domaine des lasers, physique des plasmas, physique des accélérateurs, électrodynamique quantique. Les expérimentateurs
ils peuvent faire vraiment des choses très jolies, des expériences les plus simples, un laser, une cible, ou plus compliquées, 4 faisceaux laser, plusieurs cibles différentes, faisceaux de pompe, faisceaux sonde, X, gamma, protons, électrons, tout ce que vous voulez. Voilà, des applications potentielles nombreuses, mais incertaines, ça c'est pour les défis là. Nombreuses, mais incertaines, au sens réel du terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles vont marcher ou pas. Voilà, merci.